sommaire de cette édition trouble en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, ont brisé la glace lors de leur rencontre ce mercredi. La justice nigérienne a maintenu le casier judiciaire de l'opposant Ama Amadou, condamné il y a 3 ans à 1 an de prison pour eux seuls, d'enfants notamment. Et puis la police congolaise a dispersé à l'aide de gaz lacrymogène des centaines de manifestants venus défiler à Luanda pour réclamer de meilleures conditions de vie. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. En République démocratique du Congo, la crise politique au sein de la coalition au pouvoir préoccupe les Nations Unies et la très influente Église catholique qui ont réagi ce mercredi, appelant les acteurs à la retenue. Les précisions. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a condamné sur Twitter les propos incendiaires attribués au secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, sur le Front commun pour le Congo FCC. Le Bureau a demandé aux acteurs politiques de tous bords de s'abstenir de tenir des discours pouvant porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale. Mercredi, la conférence des évêques du Congo, la CENCO, a rencontré l'ex-président Joseph Kabila après une précédente entrevue avec le président Félix Tshisekedi la veille dans le cadre des consultations. Le 2 novembre, le chef de l'État a lancé des consultations en invoquant l'union sacrée face aux tensions au sein de la coalition. Le président a poursuivi ses consultations en recevant l'UNC, le parti de son ex-directeur de cabinet Vital Kamerhe, condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds. Les signes de tension sont quasi quotidiens. Mardi, 2 ministres membres du FCC ont été empêchés de quitter Kinshasa par les services de migration selon les médias congolais. Motif, ils n'avaient pas l'autorisation du directeur de cabinet du chef de l'État selon la radio onusienne Okapi. Mardi, Kabouya a accusé le FCC de préparer un coup contre le chef de l'État Félix Tshisekedi. Qu'il se prépare, nous sommes prêts à les affronter, a-t-il ajouté dans un audio partagé sur les réseaux sociaux. L'UFC a dit être ouvert au dialogue avec le chef de l'État, mais plutôt dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition, a indiqué dimanche le parti. Un accord de coalition resté très largement secret jusqu'à présent. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, ont déclaré avoir brisé la glace, et ce, après leur rencontre à Abidjan, destinée à apaiser les violences meurtrières en Côte d'Ivoire. Pour tenter d'apaiser les violences électorales meurtrières en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, se sont rencontrés ce mercredi à l'hôtel du Golfe. Ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance est rétablie. Nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. L'opposition conteste la réélection d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat qu'elle juge inconstitutionnel. Elle a proclamé un régime de transition dirigé par Henri Konan Bédié. Elle a également lancé une campagne de désobéissance civile et boycotté le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Le pouvoir a riposté en faisant arrêter ou bloquer à leur domicile les leaders de l'opposition, dont son porte-parole, l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Le domicile de l'ancien président Henri Konan Bédié avait aussi été bloqué, mais les forces de l'ordre ont levé le camp ce mercredi, une des conditions posées pour la rencontre. Le porte-parole du gouvernement a annoncé ce mercredi que le bilan global des troubles politiques qui ont souvent dégénéré en affrontements intercommunautaires, surtout dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, s'établit à 85 morts et 884 blessés,
depuis le 10 août dernier. Au Niger, la justice a décidé de maintenir le casier judiciaire de Hama Amadou. Le chef de file de l'opposition a été condamné le 13 mars 2017 à 1 an de prison ferme pour recel d'enfants, notamment. Dans une lettre datée du 9 novembre dernier et adressée à l'avocat de Hama Amadou, l'ancien bâtonnier Maître Daouda Samna, le président de la cour d'appel de Niamey, a estimé qu'il n'est pas possible de rectifier le casier judiciaire de l'opposant. La condamnation de Hama Amadou est définitive, justifie-t-il. Des arguments que rejette l'avocat du chef de file de l'opposition, qui craint une manœuvre pour empêcher son client de se porter candidat à la présidentielle. En effet, le code électoral dispose que toute personne condamnée à 1 an de prison ou plus ne peut être inscrite sur les listes et donc ne peut se présenter. Maître Samna, qui a déjà répondu ce mardi, a estimé que la lettre du président de la cour d'appel n'a pas de valeur légale. Il n'appartient pas au président d'accepter ou de refuser de rectifier le casier judiciaire. Selon la loi, lorsqu'on saisit le président d'une requête, il a l'obligation de communiquer cette requête au parquet, au ministère public et de désigner un rapporteur. Une fois que cela est fait, l'affaire est jugée. Même s'il estime que ma requête n'est pas fondée, il faudrait le dire par une décision de justice, pas par une lettre. Il affirme donc être toujours dans l'attente d'une réponse de la justice à sa requête de rectification du casier judiciaire de Hama Amadou. Si finalement la justice rejette sa requête, alors il promet de nouveaux recours. Une procédure pour faire opposition à la condamnation de Hama Amadou est déjà en cours. L'opposant a été, rappelons-le, condamné le 13 mars 2017 à 1 an de prison ferme pour recel d'enfants notamment. Je le disais en titre, en Angola, la police a dispersé à l'aide de gaz lacrymogène des centaines de manifestants venus défiler à Luanda pour réclamer de meilleures conditions de vie et une nouvelle date pour les élections locales retardées par la pandémie de coronavirus. La police angolaise a tiré à balles réelles et utilisé du gaz lacrymogène contre des jeunes protestants contre la pauvreté mercredi à Luanda. L'opposition avait appelé à une nouvelle manifestation ce mercredi, jour de la fête de l'indépendance, mais elle avait été interdite par les autorités locales qui avaient invoqué les restrictions liées à la pandémie. Este governo MPLA anda a reprimir as pessoas. Eles têm de deixar de reprimir as pessoas. Ce gouvernement du mouvement populaire de libération de l'Angola réprime le peuple. Il doit cesser de réprimer le peuple. Le peuple ne doit pas se taire. Depuis 1975, le MPLA, qui est au pouvoir, n'a fait que tuer les Angolais. Il y a la misère, la faim, il y a tout. Il y a un manque d'eau, de lumière, de bus. Les gens souffrent, ils sont désespérés. Hoje foi mais exemplo disso. As pessoas passam mal, lamentam. As pessoas estão com fome, estão vazias. Até aqui, as pessoas estão frustradas. Les gens ont faim, ils n'ont rien. Les gens sont exaspérés. Et ce corrompu João Lourenço et son MPLA reviennent en 2022. Ils doivent quitter ce gouvernement grâce aux élections. Nous en avons assez. Tem que sair deste governo por intermédio dos nossos votos. Nós estamos fartos. Les protestataires soutenus par l'UNITA, le principal parti d'opposition, demandent également la tenue d'élections locales reportées à cause de la pandémie de coronavirus. Les manifestations étaient plutôt rares lorsque l'actuel président João Lourenço avait succédé à José Eduardo dos Santos en 2017, faisant renaître l'espoir d'un changement après des décennies de corruption et de népotisme. Mais le désenchantement a enflé ces derniers mois contre le gouvernement, jugé incapable de tenir ses promesses, de se débarrasser de la corruption et relancer l'économie. Hanan Al-Barassi, une figure de la cause des femmes et de la lutte contre la corruption en Libye, a été abattu ce mardi de 30 balles tirées à bout portant en pleine rue Bouachrine, l'une des plus grandes artères commerciales de Benghazi. Son meurtre a provoqué une grande émotion dans le pays. Cette avocate avait toujours refusé de se taire devant les crimes, leurs auteurs et la logique des bandes armées malgré les menaces de mort que ces dernières lui avaient adressées
adressée à plusieurs reprises. « Je n'ai pas peur », affirmait encore la militante la veille de sa mort dans une vidéo dénonçant la corruption de Saddam Khalifa Haftar, fils du maréchal et officier dans son armée. Elle promettait d'ailleurs de donner prochainement plus de détails. Hanan Al-Barassi a été inhumé le même jour dans un cimetière de sa ville. Amnesty International a dénoncé l'assassinat de celle qui a critiqué la corruption de plusieurs individus affiliés aux groupes armés dans l'est de la Libye. Et puis, 17 officiers éthiopiens ont été arrêtés, accusés de trahison au profit des forces de la région dissidente du Tigré, contre laquelle le gouvernement fédéral a lancé le 4 novembre dernier une opération militaire. C'est une information rapportée par la radio-télévision Fana Bissi, affiliée au pouvoir. 17 officiers de l'armée ont été arrêtés pour avoir créé un terrain propice à une attaque de la junte au pouvoir au Tigré contre les forces de défense nationale, a écrit Fana Bissi sur son site internet citant la police. Cette dernière ne lie pas explicitement ces arrestations aux attaques que le gouvernement fédéral accuse les forces du Front de libération des peuples du Tigré, TPLF, parti au pouvoir au Tigré, d'avoir mené contre 2 bases du commandement nord de l'armée dans la région pour justifier son intervention militaire. Mais elle indique que ces militaires sont accusés d'avoir coupé les réseaux de communication entre le commandement nord et le commandement central de l'armée, un acte de trahison selon Fana Bissi. Selon Fana Bissi, l'un des officiers arrêtés est le général Gebrebedine Fekadou, chef du département des communications des forces armées éthiopiennes, pris en flagrant délit alors qu'il tentait d'envoyer au TPLF 11 boîtes chargées d'explosifs et de composants de projectiles. Dans le même temps, Daniel Bekele, directeur de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, institution publique indépendante, s'est inquiété sur Twitter de l'arrestation de 6 journalistes sans donner la précision de la date ou les motifs de celle-ci. Dans un communiqué, le Comité pour la protection des journalistes voit dans l'arrestation de Bekalou et d'autres journalistes un retour en arrière dangereux par rapport aux mesures initialement prises par le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed pour améliorer la liberté de la presse. Le TPLF, tout puissant durant les presque 30 ans qu'il passa aux commandes des institutions politiques et sécuritaires en Éthiopie, défie depuis plusieurs mois l'autorité du gouvernement fédéral. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.